Bonjour Clément, Bonjour. on va parler aujourd'hui de ton parcours entrepreneurial et de ta formation chez Cractif. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sans forcément parler de ton métier ? Ok, je m'appelle Clément, j'ai 42 ans. J'ai vraiment une âme entrepreneuriale très forte parce que je pense que j'ai un problème avec l'autorité, avec les conventions sociales. Donc j'aime prendre des chemins différents, j'aime prendre des risques. Et puis j'aime être aussi mon propre patron parce que ça me permet d'avoir une vie plus pétillante. En tout cas, qui me donne la sensation d'avoir plus la maîtrise des choses. Je suis passionné de musique, de communication. J'aime beaucoup observer la manière dont une personne peut passer de quelqu'un qui nous découvre en tant qu'entrepreneur à une personne qui veut vraiment travailler avec nous. Ça, c'est des choses que, dans la psychologie de la vente ou même de l'accompagnement, qui m'intéressent beaucoup. Super, et quel est ton parcours ? Alors mon parcours, il est assez atypique. Je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans. Je suis vraiment passionné de musique. Et il est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix entre la musique et gagner sa vie. Puis il y a aussi un peu les parents qu'il a fallu rassurer. Donc, Oui. donc ça a été OK pour mes parents, mais à condition que je fasse des études à côté. Et du coup, je voulais faire des études qui allaient pouvoir servir ma passion pour la musique. Et je me suis mis à faire des études en design, en communication visuelle. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment, de quoi est constituée une identité visuelle, une identité de marque. Ça, c'était super. Et puis, j'ai pu décliner ça dans la communication du groupe que j'avais à l'époque. Parce que ce qui m'a amené là, c'était parce que j'aimais bien faire les pochettes. Puis après, je me suis intéressé à ça. Et donc, mon groupe... mes parents s'y attendaient pas, mais il a marché. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à gagner ma vie avec, mais j'ai quand même toujours écouté quelque chose sur le fait de continuer à me former sur un autre aspect qui pouvait me servir aussi dans la carrière artistique, c'est-à-dire celle de la communication visuelle. Et j'ai toujours gardé un pied là-dedans, c'est-à-dire que il y a un moment ça a bien marché, puis à un moment ça a moins marché. Pas suffisamment pour en vivre, et du coup j'ai intégré des agences de publicité, des grosses agences de publicité, où là j'ai vraiment pu voir ce que c'était la communication de marque et d'entreprise. Ça a duré au moins 10 ans, et puis après ça s'est arrêté pour diverses raisons, et là j'ai intégré une société qui était vraiment orientée dans le marketing digital. Où je m'étais un peu survendu sur l'entretien d'embauche. Ouais. J'avais dit ouais, carrément, je sais faire tout ça. Alors que j'avais des bonnes notions, mais c'est vrai qu'il y avait tout l'aspect marketing digital que je pensais maîtriser. Et en fait, vraiment étant dans le quotidien, j'ai appris. Et en fait, je suis resté 4 ans et demi dans cette société. Et c'est comme si j'étais vraiment en train de me former au quotidien. Donc là, j'ai vraiment découvert tout ce qui était le web marketing, les tunnels de vente, la gestion de la data, la relation client, l'application de ce qu'est un positionnement de marque dans le marketing. Et donc, c'était hyper enrichissant pour moi. Je continuais à faire de la musique à côté, mais du coup, j'étais en mi-temps dans cette boîte où je suis rentré vraiment au bas de l'échelle. Puis j'ai terminé en étant directeur digital de la boîte. Et après, il y a mon côté anticonformiste qui m'a rappelé. Qui a repris le dessus. Et ouais, je pouvais plus être salarié. J'avais besoin d'être entrepreneur. Et du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Tu savais directement ce que tu voulais faire ? Non. Pour tout te dire, quand je suis parti avec... un projet un peu fou, et d'ailleurs il y a des choses que j'ai appris avec Cractif, où je me suis dit c'est vrai que ça j'aurais dû y penser. J'avais un pote à l'époque qui adorait faire des recettes de cuisine. Il m'a dit j'ai envie de monter un projet, un média autour de la cuisine, et moi j'avais besoin que d'un prétexte pour partir, quoi. Oui. Voilà, et donc je suis parti et on avait monté une start-up qui s'appelait Chef Bambino, et le principe c'était vraiment on faisait des dessins animés. Donc moi, ça appelait à mon âme créatrice. On faisait des dessins animés qui duraient à peu près 1 minute. Et quand tu voyais le dessin animé, tu voyais une recette, en fait, mais pour les enfants.
Ok. Et donc, c'était une recette autour d'un produit de saison. Donc, vous pouvez avoir abricot macias, Claudia chou-fleur, Ah oui. etc. Voilà. Et on trouvait un nom sympa à chaque fois. Et en fait, ça répondait à un besoin de créer quelque chose avec mon ami. Et c'est des choses que j'ai appris chez Créactif. Alors, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai que quand tu te lances dans un business, faut jamais te lancer en pensant que tu sais ce que veut ta cible, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que l'étude de marché, qu'on n'avait pas faite, écoute, ça nous a rattrapés parce qu'on avait quelque chose qui plaisait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qu'on n'a jamais réussi à transformer en business model. Il y avait un business model qui était un peu hybride entre, tiens, on va vendre des recettes, et puis aussi on va se positionner comme agence de communication culinaire pour les écoles, pour les mairies ou pour des salons. Mais après, il y a eu le Covid, donc ça a balayé tout le business model. Mais du coup, c'était une expérience super. Et c'était ma première expérience en entrepreneuriat. Et puis après, j'étais un petit peu dans le flou. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis remis en graphisme freelance, voilà, le truc que je savais faire. Mais j'étais pas très satisfait de ma vie à ce moment-là. Et un jour, en scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une pub d'une coach canadienne qui proposait des formations pour apprendre aux artistes à communiquer. Et donc, ouais, moi, je recommençais à me mettre un peu à la musique. J'avais trouvé un projet avec une chanteuse et je me disais, tiens, je vais me remettre dedans. Et je me dis, c'est le moment de me remettre dedans. Et puis, au moment où je fais la formation, qui a duré un peu plus d'un mois et demi, ouais. En fait, c'est comme si cette formation avait rassemblé tout ce que j'avais fait dans ma vie, en fait, c'est-à-dire la musique, la communication, le marketing, et l'avait réuni en un endroit. Je fais, en fait, je sais tout faire. Je savais déjà le faire. Alors, cette formation, elle m'a apporté des choses parce que ça a permis d'appliquer tout ce que je savais dans la musique. Mais finalement, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais toutes les compétences pour faire ce qu'elle faisait, elle. Et parfois, j'avais envie de prendre... C'était terrible, parce que je me rappelle, j'avais envie de prendre la parole à sa place. Le mec insupportable pendant les formations. Dire, ouais, mais de plus, j'ai envie de dire ça. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, ça m'a donné une voix, parce que je me rappelle, c'était en visio. Puis je connaissais le prix de la formation. Puis j'ai compté. Je me rappelle, j'avais un moment où elle donnait sa formation. Puis j'ai compté le nombre de personnes qu'il y avait sur l'écran. Je me dis, alors attends, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, ça fait ça le chiffre d'affaires. En fait, elle encaisse tout ça. Elle a plusieurs groupes de formation. Et je me suis dit que déjà, ça correspondait à un vrai besoin de partage que j'avais par rapport à mon expérience, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, partager le fruit de mes expériences, faire grandir les autres, c'est quelque chose... alors je pense que je rejoue quelque chose de personnel dedans, parce que ça me permet d'obtenir l'affection des gens, de les faire grandir. Enfin, ça, c'est très personnel. C'est ce que je me suis fait coacher, et c'est ce qui en est ressorti à travers ce coaching. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je veux me lancer dedans. Voilà. Et s'en est suivi un long parcours pour monter cette boîte. Et à partir de là, donc tu as cherché directement à te former par rapport à ça Ouais. Alors au début, j'ai dû faire vraiment face au syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. J'ai rassemblé tout ce que je savais faire. Voilà. Déjà, j'ai rassemblé tout ce que je savais faire et j'ai écrit une formation qui me semblait correcte. Et j'ai fait une formation test. C'est-à-dire que j'ai appelé plein de gens que je connaissais qui faisaient un peu de musique. J'ai constitué un groupe de 8 personnes test que j'ai pas fait payer. Et j'ai donné une formation qui était réelle pour eux, mais qui était un peu fictive pour moi. Et pour voir comment je m'en sortais. Comprendre aussi... Donc avant ça, tu n'avais vraiment pas fait de formation? Non, j'avais donné des cours de guitare. Donc tu vois, voilà, oui. c'était pas, ça n'avait rien à voir. Donc ce test, j'ai bien fait de le faire parce que déjà, ça m'a permis de faire aussi mon étude de marché, entre guillemets, parce que là, j'étais vraiment pendant plus d'un mois et demi au contact des personnes de ma cible, quoi. Donc j'ai compris que déjà mon programme n'était pas adapté et qu'il fallait que j'adapte ce programme-là. Et puis, ça m'a fait prendre conscience aussi que j'avais besoin d'apprendre à me former dans la constitution d'une formation pour être formateur. Et donc, à l'époque, j'avais trouvé une formation qui apprenait à monter son organisme de formation. Parce que j'avais très vite identifié que ma cible, c'était les artistes, que les artistes n'ont pas souvent les moyens, beaucoup de moyens, pour se payer des formations. Et du coup, j'ai vite compris qu'il fallait que si je gagne correctement ma vie, ça puisse être finançable.
par les OPCO, par le CPF. Et donc, je me suis dit, je dois tout apprendre. Là, je me suis posé dans mon projet, j'ai continué à être graphiste à côté. Et puis après, je me suis formé, donc j'ai appris à structurer une formation, j'ai appris à être formateur, j'ai appris comment certifier sa formation avec la fameuse certification Calliope. Ça, c'était un gros parcours. et voilà, et après, j'ai pu me lancer et commencer à donner des formations. Au début, je me suis planté parce que je n'avais pas compris ce qu'on attendait de moi côté Calliope. Donc, on m'a sorti du CPF, et ce qui était très bien, parce que j'allais me planter, que j'allais faire n'importe quoi. Mais après, j'ai travaillé donc sur toute la compréhension de l'aspect administratif, qui était super finalement, parce que ça m'a permis aussi d'améliorer ma formation. Et là, maintenant, ça y est, je donne ces formations. Et ça fait combien de temps que vraiment elle est finie? Alors, ça fait, on va dire, 4 ans que j'ai commencé vraiment en tant qu'organisme de formation. Mais pour répondre à ta question, ça va faire 1 an que je suis très content de... Satisfait. Ouais, après, il y a toujours des marges d'amélioration. Mais en tout cas, je sais que là, je peux le dérouler sans me dire, tiens, ce module-là, t'es un peu fragile ou là, je me sens plus serein. Et c'est vrai que aussi, le fait d'avoir choisi de me former avec Créactif, notamment sur ce que j'apprends à faire pour les artistes, c'est communiquer sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit qu'il fallait que je teste aussi, moi, mes connaissances. Donc, je me suis moi-même payé une formation chez Créactif. Donc, j'ai pu tester mes connaissances, m'améliorer aussi. Et puis, voir aussi un peu ce que ça donne une formation qui est bien construite dans un organisme de formation qui a beaucoup d'expérience, qui a l'habitude de former. Ça, c'était super formateur pour moi en termes de contenu, c'est-à-dire pour m'améliorer, moi, dans mes compétences. Et puis aussi dans la structure, voir comment le process de formation qui était hyper bien fait chez Créactif, hyper fluide. Et je pense que la fluidité, c'est quelque chose de très important parce que, surtout quand on est dans un organisme qui est certifiant, qui dispense des formations certifiantes, il faut que les choses soient fluides pour les apprenants et les apprenantes. Parce qu'il y a tout un process administratif. Et là, j'ai trouvé que... je me rappelle même pas que ça a été une contrainte pour moi en tant qu'apprenant. C'était super bien fait. Et voilà. Voilà quelle était ma démarche. Quelle est ta présence en ligne? Est-ce que toi, tu utilises les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que je me suis formé avec Créactif. J'utilise Instagram parce que Instagram, j'ai vu que ça regroupait déjà une génération assez large. Voilà, parce que je m'adresse vraiment à des très jeunes et aussi à des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 60 ans. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire de la musique. Donc, ouais, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà, c'était une manière aussi de me rendre crédible, puisque je suis censé leur apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, forcément, quand j'ai les premiers contacts avec les potentiels apprenantes et apprenants, ils vérifient, ils regardent comment je communique. Et puis aussi, ils ont envie d'être associés à cette image, parce que les artistes... sont dans la création, dans l'art, et donc ils ont envie d'être accompagnés par quelque chose dans lequel ils se retrouvent. Et le fait de voir que moi, je travaille bien pour moi, ça leur donne la confiance pour travailler avec moi, quoi. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à travailler avec Créactif aussi. C'est-à-dire que j'hésitais entre plusieurs organismes de formation, et c'est vrai que l'image de Créactif, qui était plutôt dynamique, très ordonnée, moi, ça m'a mis en confiance pour me former sur les choses sur lesquelles j'avais besoin d'évoluer, quoi. Et j'ai vu que tu avais un site internet aussi. Ouais, tout à fait. Alors, mon site internet, c'est plus, j'utilise plus comme une vitrine et plus pour mon tunnel de vente, parce que c'est surtout Instagram, c'est vraiment ma vitrine, l'exposition de mon savoir-faire. Ça me rapporte des clients, mais la plus grande partie de mon acquisition client, elle se fait avec un tunnel de vente. Donc, je vais utiliser la publicité en ligne, où je vais diffuser sur Instagram et sur Facebook, un petit peu sur TikTok, mais je reste vraiment sur Insta et Facebook. Je vais diffuser une publicité qui va proposer aux artistes, musiciennes et musiciens de participer ou de visionner une vidéo en ligne, c'est-à-dire une masterclass préenregistrée qui dure à peu près 1h30, sur laquelle je me suis formé au copywriting parce que c'est assez compliqué. C'est une vidéo que je crois que j'ai mis 6 mois à la tourner, à vaincre mon syndrome de l'imposteur. Enfin, voilà. Bref, et donc cette vidéo, elle apporte de la valeur aux artistes qui vont la visionner. Ça va aussi prouver ma compétence
pour après leur proposer en fin de vidéo de prendre un appel avec moi pour voir si on est fait pour travailler ensemble. Et donc après, j'ai mes potentiels clients au téléphone pendant 1 heure, durant lequel c'est vraiment un appel découverte où je me donne vraiment, c'est très prenant en termes d'énergie. C'est peut-être un truc que je dois améliorer d'ailleurs, parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour mettre en confiance, parce que je suis très passionné. Alors après, j'ai un gros taux de transformation. Je pense que je transforme à peu près à 80% de mes appels, mais parce que je me donne. Et franchement, je suis crevé à la fin d'un appel et je peux pas en prendre plus de 2 par jour parce que à la fin, je suis fatigué. Donc, c'est un point d'amélioration pour moi. C'est quelque chose que je devrais déléguer plus tard. Mais comme je m'adresse à une cible qui est très particulière, très susceptible, très alerte en termes de « Ah, t'essayes de me vendre un truc, je m'en vais ». Il faut s'adapter à sa cible. Et du coup, ça me demande pas mal d'énergie, mais c'est efficace parce que je trouve mes clients et je transforme quand même assez facilement. Et puis, c'est vrai que le fait d'être un organisme de formation, parce que j'ai monté mon organisme de formation, c'est vrai que le fait que ce soit finançable, ça aide quand même à faire passer la barrière financière, quoi. Tu nous as pas dit le nom. Alors, ça s'appelle Indie Musician, donc indie comme indépendant et musician pour faire cool en anglais, quoi. Voilà. Et si tu devais le présenter vraiment en 1 ou 2 phrases Alors, Indie Musician, c'est un organisme de formation qui apprend aux artistes à communiquer sur les réseaux sociaux et à se promouvoir pour créer une communauté autour de leur projet artistique qui va leur apporter la reconnaissance artistique que tous les artistes réclament et recherchent. Une des grosses étapes au moment du lancement. Oui, il y a des grosses étapes. Il y a toujours un peu cette impression que tout va être facile au début quand tu as ton idée. Et puis quand tu découvres, je crois qu'il y a un nom, je ne veux pas le dire, c'est quoi ? Il y a un nom, il y a un syndrome qui s'appelle comme ça, Dunning-Kruger, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. C'est la sensation de savoir. Et puis quand tu ouvres le sujet, tu te dis, waouh, en fait, non, je ne sais pas. Ouais, rien du tout. Donc moi, j'avais cette idée de former les artistes. Et puis après, ça s'est précisé. Je me dis, OK, il faut que ça devienne finançable. Et puis là, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect administratif Calliope qui m'est tombé dessus, où j'ai utilisé mon propre CPF pour passer Calliope, quoi. Comprendre la logique administrative. Donc ça a été vraiment un gros frein avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on nous demande chez Calliope. Et franchement, je pense que il faut vraiment... donc Calliope, pour expliquer, c'est la certification qui permet d'obtenir les financements publics comme le CPF ou d'autres OPCO. On nous demande beaucoup de choses, parfois qui ont une logique qui peut être, à mon sens, en tout cas discutable. Mais en tout cas, il n'y a que quand tu les appliques que tu comprends ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'au début, franchement, tu fais des erreurs, mais c'est des erreurs honnêtes, quoi. Parce que tu crois que ça fonctionne comme ça, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça a été un gros frein, un gros stress, surtout, quand tu reçois les mails de la caisse des dépôts, où tu as l'impression que tu vas aller en prison parce que tu as fait un truc et tout. Alors qu'à la base, tu as quand même une démarche très bienveillante dans le désir d'apprendre les choses. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que finalement, c'est utile parce que ça permet de structurer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un aspect de ce processus que je comprends, mais qui est quand même destiné à vérifier ton honnêteté, parce que je comprends qu'il y a eu des abus, et ça, je le comprends, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est censée vérifier si tu es en train de bien donner la formation aux gens et qui participent bien à la formation, ce que je comprends, mais c'est très lourd administrativement, et ça a été vraiment pour répondre à ta question, la plus grosse montagne que j'ai dû franchir. Et franchement, c'est la première chose que je vais déléguer quand je pourrai faire l'aspect administratif. Ouais. Ouais. J'allais te poser la question de ta plus grande fierté pour l'instant par rapport à ton projet. C'est peut-être Calliope. Non, mais c'est vrai que ça a été une victoire. Je me rappelle que quand je l'ai eu, je me suis payé un resto tout seul, un truc que j'avais jamais fait. J'ai dit, mec, tu te fais plaisir. Frites, coca, dessert. Vas-y, tu le fais. Non, c'est vrai, je me suis vraiment payé un bon resto parce que j'ai soufflé là-dessus. Non, la plus grande satisfaction, c'est le résultat des artistes que j'accompagne. J'ai des artistes qui ont signé en maison de disques, qui ont explosé sur TikTok avec des millions de vues. Mais il y en a eu un qui a été une vraie fierté parce que ça a d'abord été une source d'angoisse. C'était un monsieur qui avait un peu plus de la soixantaine qui m'a appelé, donc
pareil, il avait vu ma vidéo et puis on avait rendez-vous ensemble. Et avant, il m'avait envoyé ce qu'il faisait. Et je vais être très honnête, j'étais pas fan de ce qu'il faisait. Voilà, mais moi, je me positionnais en me disant, je veux être personne pour dire, t'as le droit de faire de la musique ou pas, quoi. Voilà. Oui. Si t'as envie d'en faire, t'en fais. Donc, je l'ai eu au téléphone. Monsieur très spécial, mais quand même assez sympathique. Et j'ai beaucoup hésité. Lui, il était très chaud pour faire la formation. Pour le coup, c'était de la contre-vente. Parce que pour le coup, j'étais en train de me dire, ouais, est-ce que je l'intègre ou pas ? Parce que c'est compliqué. Est-ce que je l'envoie pas au casse-pipe ? J'avais cette conscience de ne pas lui promettre des choses que je pourrais pas lui permettre d'atteindre. Puis finalement, je dis, OK, allez, on y va. Et cet artiste a beaucoup bossé pendant la formation. Il a beaucoup appliqué les choses. Et il a commencé à faire un buzz. Mais un bad buzz. Ah oui. Un bad buzz, ouais. C'est-à-dire que comme c'était quelqu'un qui était un peu décalé, il avait une gestuelle un peu particulière dans la production de contenu qu'il faisait et on a commencé à se moquer de lui, mais vraiment beaucoup. Sur les réseaux sociaux. Ouais, et lui, il le comprenait pas. C'est-à-dire que lui, il était super content. Il me disait, Clément, c'est génial, je suis en train d'exploser et tout. Parce que, évidemment, il commençait à faire des centaines de milliers de vues par vidéo avec des commentaires. Quand on était naïf, on pouvait croire que c'était des compliments, mais je voyais bien que c'était compliqué. Et que c'était pas bienveillant en vrai. Et lui, il n'en avait pas conscience, ça m'a empêché de dormir. Vraiment, j'ai eu beaucoup de culpabilité. Mais j'ai travaillé avec lui, on a travaillé sur le storytelling. Et pour créer une vidéo dans laquelle il expliquait que... pendant que je travaillais avec lui, il me dit « Ouais, j'ai conscience de ne pas avoir un talent incroyable. » Et il m'avait dit ça. Et donc, je lui dis « Disons-le. » Voilà. Expliquons, dire voilà, je m'appelle, je vais pas signer son nom, je fais de la musique, je suis pas le mec le plus talentueux du monde, mais la musique me passionne. Ça fait des années que j'ai envie de me lancer. Il y a mes filles qui me poussent. Et donc, moi, mon message, c'est qu'importe votre âge, qu'importe votre talent, faites ce qui vous plaît. Et en fait, cette vidéo a tout transformé. C'était juste une vidéo où il ouais, parlait. C'était du storytelling, ouais, vraiment un contenu de storytelling. Et cette vidéo a inversé le bad buzz. C'est-à-dire que là, tout le monde a commencé à comprendre son intention, à avoir une vraie empathie, vraiment envers lui. Toutes ses faiblesses se sont transformées en force parce qu'il avait fait ça. Et il a été, contacté par la France à un incroyable talent. Et il a enregistré cet été. Ouais. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé encore. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc, dans la prochaine diffusion... Eh ben ouais, on le verra sûrement. Exactement. Et moi, ça a été une leçon pour moi parce que finalement, je suis passé de je sais pas trop et puis finalement, j'ai bien fait de pas m'écouter et de travailler avec lui avec bienveillance. Mais gérer un bad buzz, c'est une sacrée histoire aussi. Ouais, moi c'était une sacrée compétence. Ouais, chez Créactif, vous en parlez beaucoup et c'est bien, je trouve, parce que pour moi, c'est il y aurait une sorte d'hypocrisie dans le fait de se dire tu vas lancer sur les réseaux sociaux et ça n'existe pas en vrai, parce que ça existe vraiment. Et du coup, je trouve que ça a été très bien abordé chez Créactif et j'en parlais avec ma formatrice Léna. C'était intéressant de parler de la psychologie des haters, de comprendre que c'est souvent des personnes qui sont soit très jeunes parce qu'elles comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire, elles sont pas éduquées sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur leur action via juste un simple commentaire. Aussi comprendre que souvent, quand on est dans la démarche de faire un commentaire dégradant, ça en dit long sur la personne en vrai. Et ça dit beaucoup de choses sur une personne qui a une frustration à exprimer. Du coup, déconstruire la psychologie des haters, je trouve ça très intéressant parce que ça aide quand même à prendre du recul par rapport aux commentaires. Et puis aussi comprendre que le scénario dans lequel tu vas commencer à interagir avec un haters ou une hateuse et puis que tu vas arriver à faire changer d'avis cette personne, franchement, il est rare et c'est beaucoup d'énergie perdue. Donc, c'est vrai que ce qui a été conseillé par Créactif et que moi, je transmets aussi à mes élèves, c'est de ne pas rentrer en interaction avec ces personnes-là, de bloquer et de signaler pour justement pas perdre... Pour limiter au maximum, exactement. Qu'il y en ait le moins possible. Exactement, pas perdre son énergie dedans. Et puis aussi aller regarder les profils de ces personnes et comprendre que finalement, si cette personne, elle pense pas du bien de moi, c'est pas très grave. C'est vrai que ça aide à prendre du recul finalement sur ce qu'on reçoit de plein fouet quand on ouvre son téléphone le matin et qu'on se prend un truc qui peut nous démolir vraiment, quoi. Et donc chez Créactif, j'ai trouvé que c'était très bien abordé et je vois pas beaucoup ça en vrai. Voilà, je trouve que c'est des choses qui sont
obligatoire. J'ai vu que c'était obligatoire maintenant avec le CPF, mais j'ai trouvé que chez Créactif, c'était très bien abordé. Il me semble que tu as une seule formation que tu vends. Ouais. C'est des sessions en groupe régulièrement? Ouais, c'est des sessions de groupe qui durent à peu près 1 mois et demi. Le groupe, ça permet vraiment de créer une cohésion, une bienveillance à travers le parcours que je leur fais faire. Moi, j'aime bien, vraiment. Parce que, en fait, ça incite à appliquer les choses. Moi, j'ai vraiment une philosophie, c'est que... et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Créactif, c'est que pour moi, une information qui n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Voilà. Et du coup, la théorie, c'est super. Mais dire aux gens, bon, voilà, on a vu la théorie, maintenant, comment tu appliques ça? Confronte-toi à la réalité. Je trouve ça super parce que faire, c'est très important. Voilà. Et ça, chez Créactif, j'avais beaucoup apprécié avec Léna. Voilà, elle m'a dit, bon, on a pris un truc, bon, bah, on le fait, on se fait une vidéo pour la semaine prochaine. OK. Et donc, bah ouais, on a tous ce moment où on se sent un peu bête devant son téléphone qui tombe. Il faut faire les choses. Moi, ce que je partage aux personnes avec qui je travaille, tes 3 contenus vont pas être géniaux, donc dépêche-toi de les rater. Comme ça, le 4e sera bien. Et c'est important de faire. Et puis, je pense que quand on se lance dans la communication, on a souvent le complexe de regarder ce que les autres font. Mais ce que les autres font, c'est des gens qui sont déjà établis. Ça fait des années qu'ils savent faire ça. Voilà. Ouais, et c'est un piège sûr. de se comparer, parce que c'est des personnes qui ont commencé aussi avec le téléphone qui tombe et qui ont dû ajuster leur communication. Donc c'est bien pour s'en inspirer. Mais après, il faut accepter qu'on commence avec des erreurs, avec de l'humilité, sa propre marge de progression. Et ça, c'est important de le rappeler. Oui. Comment tu as découvert Créactif? Créactif, j'ai vraiment découvert sur le site du CPF. Voilà. Ah oui. J'ai tapé, mais comme beaucoup. Voilà, j'ai tapé communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE. Voilà, c'était le. Donc toi, tu cherchais une formation justement pour valider tes acquis. Ouais, c'était vraiment. Alors il y avait un côté pour vérifier mes acquis, mes compétences, pour voir si j'étais aussi compétent que je le pensais. M'ouvrir aussi, parce que je pense que quand on est dans son domaine, on reste fermé sur des choses. M'ouvrir à d'autres manières d'apprendre aussi. M'ouvrir aussi sur les connaissances. Et donc, j'avais envie et puis aussi, montrer aussi à mes élèves que je suis certifié. Parce que, moi, à l'époque où j'ai fait mes études, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, j'ai dû me former après. Et donc, j'avais plusieurs organismes de formation en tête. Et ce qui m'a convaincu, c'est plusieurs choses pour travailler chez Créactif. Déjà, l'image, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'image de Créactif, j'ai bien aimé la charte graphique. J'ai bien aimé le discours qu'il y avait sur le site. J'ai beaucoup apprécié l'échange que j'ai eu au téléphone avec la personne qui m'a contacté. Et ce qui m'a convaincu, c'était vraiment l'aspect on apprend mais on fait. Voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres organismes de formation. Donc, j'ai suivi cette formation certifiante communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE. Et alors, j'ai suivi une autre formation, c'était pas avec Créactif, mais c'était Créactif qui avait donné à l'organisme de formation la certification et aussi le support de cours. Voilà. Ok. Et c'était quoi Je me rappelle plus le nom, désolé. C'est pas grave. Mais c'était la formation, c'était sur créer et développer et gérer son entreprise. Oui. Voilà. Et ça aussi, c'était important pour moi pour discuter la partie entrepreneuriale, comptabilité aussi, qui était compliquée, sur le choix des statuts, qui était pas simple. J'étais content des supports de formation. Quand j'ai recherché, j'étais retombé sur Fou. Je me disais, quand même, Créactif, c'était bien. Donc, j'avais pris rendez-vous pour pouvoir en parler. Donc, j'étais déjà en confiance. Et il y a eu aussi tous les éléments que je viens d'évoquer qui m'ont convaincu de travailler avec vous. Et j'étais super content. Vraiment. Et qu'est-ce que tu as pensé de la formation, de la plateforme? Alors, j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Ça m'a aussi, moi-même, aidé à structurer parce que c'est pas facile de classer tout ça dans un espace de e-learning. Je trouvais que c'était super bien fait parce que je me rappelle que je n'ai jamais galéré à trouver un contenu. J'ai jamais eu du mal à trouver un contenu. C'est très bien classé. Le fait qu'on ait accès à vie aussi à l'espace de formation, ça c'est super. Et aux mises à jour, ça c'est vraiment une bonne chose. Et puis c'est vrai, le fait d'avoir un rendez-vous
quand on le souhaite avec une formatrice, ça aide beaucoup parce que ça aide à vérifier ce qu'on est en train de mettre en place sur les applications. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Leïna, elle aussi, était créatrice de contenu. Elle avait son propre projet à côté. Et donc, moi, pour ça, je trouve ça super agréable d'avoir l'aspect accompagnement pédagogique et en même temps un échange entre entrepreneurs, entrepreneuses qui ont un projet sur les enjeux, sur les difficultés, sur quelqu'un qui était déjà passé avant moi sur certaines problématiques. Ça crédibilise beaucoup la formatrice, sincèrement. Parce que on se sent pas seul, on se sent avec quelqu'un qui sait de quoi on parle, qui connaît les enjeux et qui applique aussi les choses et qui évolue aussi avec les plateformes, donc qui est à jour aussi. Et ça, c'était très agréable. Et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses de cette formation dont tu t'es servi et sur quel réseau? Alors, la chose dont je me suis le plus servi, c'était vraiment la partie étude de marché. Ok. Vraiment comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, comprendre qu'il faut vraiment... La meilleure personne qui peut te dire ce dont elle a besoin, c'est ton client. Tu ne peux pas deviner ce dont il a besoin. Et donc, toute cette partie-là, sur le fait de diffuser un questionnaire en ligne, pour pouvoir comprendre ce dont les gens ont besoin et pour pouvoir après adapter un discours commercial qui va leur faire comprendre que on va leur proposer exactement ce dont ils ont besoin. Ça, c'est super. Sur la compréhension des algorithmes aussi, ça a été vraiment hyper enrichissant. Comprendre comment en jouer, parce qu'il y a des choses... Moi, j'aime bien un petit peu manipuler l'algorithme. Ça, c'est vraiment c'est jouissif un peu, dire, voilà, en fait, là, j'ai un peu craqué le truc. En vrai, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a toujours un équilibre, selon moi, à trouver entre ce que toi, tu veux, c'est-à-dire te faire découvrir et vendre ton produit, ce que le public veut, c'est-à-dire pourquoi les gens sont sur les réseaux sociaux, et puis ce que veut l'algorithme. Et pour moi, en tout cas, Leïna m'avait dit un truc super, c'est qu'elle m'avait dit que, en gros, le principe de la viralité, il se situe dans la convergence de ces trois intérêts. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tu es viral quand tu vas exposer quelque chose qui te ressemble et qui correspond à tes objectifs, que ça vient répondre à un besoin pour le public. Et du coup, quand tu réponds aux besoins du public, les gens restent sur ton contenu et donc ça répond aux besoins de l'algorithme. Oui. Et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment éveillé, vraiment, sur ça. Et que je répète beaucoup lors de mes formations, d'ailleurs. Et l'algorithme, il change très régulièrement. Comment toi, tu fais pour rester informé de ces changements? Alors, déjà, au niveau de l'algorithme, j'ai accepté quelque chose, c'est que, parce que je me suis formé sur beaucoup de choses, et j'ai compris un truc, c'est que je pense que personne ne comprend vraiment à 100% comment il fonctionne. Donc, c'est bien de comprendre les tendances, voilà, d'observer les tendances, d'observer qu'il y a tel ou tel format qui est davantage mis en avant sur les plateformes. Donc, on va plus se concentrer sur, par exemple, là, en ce moment, c'est beaucoup le carrousel qui est mis en avant. Mais surtout comprendre comment fonctionne chaque algorithme sur chaque type de contenu. Mais je pense aussi que même si c'est quelque chose avec lequel il faut composer, pour pas être ignorant et pas faire les choses au hasard, et surtout comprendre les leviers de performance et le levier d'échec aussi, je pense qu'il faut aussi pas devenir esclave de ça, parce que je pense qu'il y a un risque, c'est de perdre complètement son identité à travers ça, et de devenir esclave du chiffre, de n'être compensé que par le chiffre, qui, oui, est un indicateur en termes de preuve sociale, mais c'est aussi une valeur vide. C'est-à-dire qu'il faut accepter parfois de se dire qu'on a fait un contenu dans lequel on a mis beaucoup de nous, avec beaucoup de sincérité, et que ça, c'est super pour nous, pour ce qu'on est en tant qu'entrepreneur, parce que ça nous a permis d'extérioriser quelque chose, de partager quelque chose, mais que pour une raison ou pour une autre, ça fasse pas le buzz, c'est pas grave, t'as dit ce que t'as à dire, et puis parfois, t'as fait un truc qui t'a pris 2 minutes, c'est pertinent, parce qu'en fait, c'est pile ce à quoi ça correspond sur le moment, et puis tu fais beaucoup de vues, donc... pour moi, il y a vraiment cet équilibre-là à trouver. Et ça, c'est un danger. L'algorithme, il change tout le temps. Pour revenir sur la certification, comment tu t'es senti préparé? Comment tu as accueilli cette journée de certification et cet examen? Assez sereinement. Alors, petite appréhension au début, mais déjà, le fait qu'une formation soit certifiante, il y a l'aspect que tu peux exposer après dans ton parcours professionnel. Et puis, il y a un moment aussi où je trouve que ça aide à ne pas prendre la formation à la légère.
Je fais un parallèle entre ce que vous devez vivre et la certification et ce que moi je vois. Quand tu n'as pas la douleur financière d'un investissement sur une formation qui est financée. Parce que toi, tu l'avais financé comment? Je l'avais financé avec mon CPF. Ouais. Quand tu n'as pas cette douleur financière, tu peux avoir tendance à la prendre à la légère. Alors que quand tu dépenses beaucoup d'argent pour une formation, ça devient de toi. Donc là, tu le prends à la légère. Et le fait que ce soit certifiant et qu'il y ait une certification à passer à la fin, eh bien, je trouve qu'il y a un moment où il y a un truc genre, en fait, ça rigole pas. À la fin, tu as un truc, tu as une petite forme de pression, une échéance à tenir qui t'impose un petit peu, en tout cas te motive. Je dirais pas t'imposer, mais ça te motive pour faire quelque chose de sérieux à présenter à la fin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Toute la trame de certification que propose Créactive sur le dossier qui est à présenter, hyper bien fait, hyper ludique. Je veux dire, c'est sur des choses qui sont très concrètes. Même moi, Leïla, elle m'a fait vraiment donner, en gros, voilà, à quoi ressemblerait, moi, ma trame de certification si je devais le passer pour mon propre projet. Donc ça, c'était super concret. Et du coup, ça m'a parlé parce que j'étais moins dans la théorie, j'étais dans l'application. Donc c'est vrai que, pour répondre à ta question, quand je suis arrivé le jour de la certification, j'étais plutôt serein parce que je me suis senti préparé, quoi. Comment tu as appliqué, toi, la formation? Alors, comment je l'ai appliqué? Il y a déjà toute la partie étude de marché que j'avais évoquée, vraiment poser des questions à mon audience pour comprendre sa problématique et adapter mes contenus sur les réseaux sociaux pour répondre à leurs problématiques et créer un lien de confiance qui peut après les transformer en clients. Il y a tout l'aspect régularité éditoriale. Ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Toujours le cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire avoir une rigueur sur les publications. Donc avec Leïla, vraiment, c'était très intéressant. Elle m'avait donné un exemple qui était très parlant, que je conseille. Elle m'a dit, en fait, tu vois, parfois, tu as cours de théâtre le lundi, parfois, tu as piscine le vendredi. Et si tu te dis que le mardi soir, c'est création de contenu sur ton agenda et que c'est un rendez-vous que tu fais avec toi-même, un engagement, parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si tu veux maintenir un calendrier éditorial, si tu le fais pas, personne ne vient te chercher. D'accord, il se passe rien. Et donc, ça a été super de le voir. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle m'a transmis ça, en me disant, tiens, c'est un rendez-vous que tu te fixes avec toi-même, comme si tu avais un rendez-vous sur une autre activité. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à appliquer toute la rigueur éditoriale, de programmation de contenu et de régularité, parce que la régularité, c'est quelque chose qui, au début, n'est pas naturel. Et tu le savais qu'il fallait le faire, ouais, mais tu l'appliquais pas. Il y a une certaine flemme un petit peu, et puis aussi une manière de se protéger, on va se dire, de l'échec. On va pas se mentir sur ces choses-là. Et puis en fait, le fait de faire les choses régulièrement, déjà, ça démystifie les choses. C'est contraignant au début, et après, j'ai transformé ça en vraiment un truc sympa à faire. C'est-à-dire que j'ai vu que c'était un prolongement de l'expression de mon travail, en fait. Et ça m'a créé du contenu, ça m'a aidé, et appliquer ce que j'ai appris chez Créactive, ça m'a aidé à gagner en légitimité par rapport à ce que je suis, ce que j'ai envie de transmettre dans le sujet que je traite avec mes formations. Et tu disais aussi que tu trouvais beaucoup des clients avec les contenus que tu sponsorisais. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé par rapport à ça aussi? Ouais, alors j'avais déjà créé pas mal de contenu avant de commencer la formation. Donc j'avais fait une review un peu avec Leïla pour Leïna, pardon. Pour voir ce qu'il y avait amélioré en termes de structure, notamment sur les accroches de tout début de contenu, qui étaient un petit peu trop subjectifs dans les premiers que j'avais faits. Et donc vraiment travailler l'accroche pour que dès les premières secondes, l'audience ciblée se reconnaisse dans une problématique. Ça, c'était super. Et d'ailleurs, j'ai vu un taux de transformation sur mes publicités, un coût publicitaire qui a vraiment baissé juste à travers les contenus que j'ai développés, en fait. Parce que moi, je sponsorise les contenus qui ont bien marché. Et ça m'a été vraiment très, très utile. Comment tu perçois, toi, ton évolution depuis que tu as suivi cette formation? Alors, mon évolution, ça va être de produire plus de contenu, encore plus. Voilà.
parce que pour le moment, je suis à un rythme de 2-3 par semaine. C'est déjà un bon... Ouais, ce qui est pas mal, mais vraiment, j'ai vraiment envie de le faire comme si j'avais un espèce de podcast quotidien, surtout que c'est un format en ce moment qui se développe beaucoup sur les Reels, l'espèce de magnéto où tu illustres ta vie, un petit peu le vlog. Ouais, le vlog, un petit peu, non. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je vais évoluer surtout en termes entrepreneurial, c'est-à-dire... là, je pense que mon chiffre d'affaires va me permettre de déléguer certaines tâches, notamment administratives, qui, honnêtement, me viennent gâcher mon plaisir dans mon métier. Voilà. Mais je pense que c'était très important que je comprenne le pourquoi, du comment, pour pouvoir déjà bien déléguer correctement. Et puis comprendre aussi ce qu'on attend de moi. Mais ça, c'est quand même des choses que je vais déléguer. Et là, dans mes grandes perspectives, ça va être de créer une plateforme de formation et d'accompagnement de toutes pièces, parce que je suis en train de faire des formations, m'auto-former avec l'IA, mais peut-être que je ferai une formation avec l'IA, où j'apprends à coder avec l'IA, et je suis en train de créer un espace de formation pour apprendre ce que j'apprends aux artistes, mais vraiment avec les outils dont ont besoin les artistes. Donc là, je suis en train de coder ça, je transforme en geek, je pense qu'à ça. Et comme c'est avec l'IA, c'est un peu du no-code ou c'est vraiment... Là, moi, en tout cas, de mon côté, c'est no-code parce que je ne sais pas coder. Mais du coup, je suis en train d'apprendre à utiliser, par exemple, Claude, qui est l'intelligence artificielle d'Anthropic, qui a une version code qui est incroyable, vraiment, où tu dis, en fait, moi, j'ai une idée, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider à le coder? Et il dit oui, pas de problème. Et du coup, ça aide beaucoup déjà à apprendre un peu le système du code. Et puis voilà, ça c'est un grand projet. C'est ce qui occupe mes pensées en ce moment, de pouvoir proposer cette plateforme avec peut-être à moyen long terme un business model hybride entre l'aspect organisme de formation que j'ai aujourd'hui et un autre aspect avec une plateforme qui va proposer un abonnement dans lequel on pourra se former, avoir accès à des outils, etc. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. Le conseil, il est un peu dur, mais c'est de ne pas écouter les gens. C'est-à-dire que... Ou alors, pour un peu tempérer ce que je viens de dire, c'est-à-dire ne parler de son projet que aux personnes qu'on a identifiées autour de soi et qui sont capables de nous soutenir, de comprendre notre enjeu personnel dans ce projet entrepreneurial et qui ne vont pas avoir un discours dans lequel ils vont rejouer leurs propres angoisses. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont très bienveillantes dans notre entourage, qui vont dire « Ah bon, mais t'es sûr, mais t'as pas peur de… » La phrase, je pense que quand quelqu'un de ton entourage va commencer une phrase par « Mais t'as pas peur de… », je pense qu'il faut pas écouter la suite. En tout cas, c'est mon conseil, parce que c'est quelqu'un qui va transmettre une peur. Et quand toi, tu te lances, c'est normal que tu as des doutes. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est qu'on te transmette des peurs. Voilà. Donc, ne pas écouter les gens et se former. Accepter qu'on n'a pas la science infuse. Ça, c'est très important. Faire preuve d'humilité face à l'océan de compétences qu'on doit avoir quand on est entrepreneuse ou entrepreneur. Et accepter qu'on ne sait pas tout. Et qu'on a besoin de se former pour progresser, identifier on va dire, les compétences, voilà, les secteurs de compétences qu'on doit développer. Ça, il suffit juste de regarder les erreurs qu'on a faites, en gros. Quand on a fait une erreur, ça veut dire qu'on n'a pas cette compétence et du coup, se former pour pouvoir évoluer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir.